Il ne s'est pas contenté de la trahir. Il a attendu qu'elle soit épuisée par l'accouchement, qu'elle puisse à peine se tenir debout, qu'elle rentre de l'hôpital, leur nouveau-né dans les bras. Puis il a vidé leur compte épargne et lui a bloqué l'accès à tout. Cet après-midi-là, dans une maison tranquille de banlieue, Elena Pierce a essayé d'acheter de simples médicaments postpartum. Sa carte a été refusée, puis refusée à nouveau devant des inconnus, devant sa meilleure amie. Les points de suture encore frais, le bébé pleurant sur son épaule. Elle est restée là, humiliée, à se faire dire qu'elle n'avait pas assez de fonds et qu'elle ne pouvait pas accéder aux comptes auxquels elle pensait pouvoir accéder. À la maison, lorsqu'elle a finalement appelé la banque, la vérité l'a frappée plus fort que n'importe quelle contraction. Les comptes avaient été restructurés 6 mois auparavant. Marc avait transféré leurs économies sur des comptes à son nom uniquement, la désignant comme utilisatrice autorisée qu'il pouvait supprimer à sa guise. Pendant qu'elle se concentrait sur sa grossesse, il s'était préparé, avait planifié et s'était positionné pour tout prendre. Titulaire principal du compte, Mark Hamilton, transfert d'épargne 148 700 $ vers un compte externe, transfert d'investissement 62 000 $ vers un compte externe, utilisateur autorisé Elena Pierce. Accès révoqué. Pendant qu'elle berçait seule leur nouveau-né, il versait du champagne dans l'appartement d'une autre femme, riant, lui disant qu'elle ne pouvait pas toucher $1. Je m'étais assuré depuis des mois qu'elle était piégée. Mais ce qu'il ignorait, c'est que 3 semaines plus tôt, avant qu'Elena n'accouche, une lettre était arrivée de l'avocat de son défunt père. Elle avait été trop accaparée par ses derniers rendez-vous prénataux pour l'ouvrir. Dans cette enveloppe se trouvaient les documents relatifs à une fiducie qui arrivait à échéance depuis plus d'1 an. Une fiducie que son père avait créée avant sa mort avec une seule instruction. Ne lui dites rien tant qu'elle n'en a pas vraiment besoin. Son père lui avait laissé 150 millions de $. Ce n'est pas seulement l'histoire de la cruauté d'un mari, c'est l'histoire de ce qui arrive quand la femme que vous essayez de détruire découvre qu'elle n'a jamais été aussi impuissante que vous le croyez et utilise tous les moyens légaux à sa disposition pour démanteler votre vie pièce par pièce. Chers téléspectateurs, merci d'être là. Si vous regardez sans vous abonner, c'est comme si vous laissiez la voix d'Elena disparaître dans le silence. En cliquant sur ce bouton, vous vous rangez du côté de toutes les mères abandonnées au moment où elles sont le plus vulnérables et de toutes les âmes discrètes qui ont choisi la justice plutôt que la vengeance. Abonnez-vous dès maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Elena Pierce, 31 ans, se tenait au milieu de la chambre d'enfant, respirant difficilement, une main pressée contre son dos douloureux, l'autre serrant un petit body bleu comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. La maison était calme, trop calme, et le silence semblait pesant, comme si quelque chose à l'intérieur de ses murs cachait une vérité qu'elle ne pouvait pas encore voir. Elle cligna rapidement des yeux, calmant sa respiration, se forçant à ralentir. Cela aurait dû être le moment le plus heureux de sa vie. Les derniers jours avant de rencontrer sa fille. Une maison construite avec amour. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. La pièce autour d'elle était baignée de la lumière chaude du matin. Des tons doux de jaune et de bleu ciel et des décorations faites à la main remplissaient chaque recoin. Mais Elena ne voyait pas seulement la chambre d'enfant, elle voyait le long chemin qui l'avait menée ici. Sur la commode se trouvait une photo encadrée d'Elena et de son défunt père, Jonathan Pierce. Sur la photo, elle avait 14 ans, assise à côté de lui sur un quai en bois, tenant un petit poisson. Son père avait son bras autour d'elle, protecteur, fier, doux. Jonathan était un homme calme, issu d'une famille aisée, sans ostentation, sans autoritarisme. Il avait élevé Elena seule après le décès de sa mère, lui apprenant que la famille se construisait sur la loyauté et non sur la richesse. Elle toucha le cadre, son pouce effleurant le visage de son père. Sous la photo se trouvait un autre cadre. Celui-ci contenait un certificat de sa vie passée. Prix de l'employé exceptionnel, Pierce & Monroe Consulting. Avant sa grossesse, Elena était une analyste financière prometteuse, l'une des meilleures de son département, le genre de personne que les managers se disputaient pour garder. Elle comprenait les comptes, les investissements, les transferts. Mais lorsqu'elle a épousé Mark Hamilton et découvert qu'elle était enceinte, elle a choisi de quitter son emploi. Elle pensait que fonder un foyer était plus important. Elle croyait que Mark la protégerait comme son père l'avait fait autrefois. Elle sacrifia sa carrière.
Elle fit confiance à Marc pour gérer leurs finances pendant qu'elle se préparait à devenir mère. Elle ignora la petite voix dans sa tête qui lui murmurait parfois « Fais attention ». L'ancien avocat de son père avait appelé 2 fois au cours du mois précédent, laissant des messages concernant d'importantes questions successorales. Mais à ce moment-là, elle ne voulait pas penser aux héritages ou aux documents juridiques. Elle voulait se concentrer sur l'amour, la famille, le bébé à venir. Elle soupira, posant sa main sur son ventre. Tout ce qu'elle avait, ses souvenirs, sa confiance, son avenir, elle l'avait investi dans cette vie avec Marc. À ce moment-là, des pas résonnèrent dans le couloir. Mark Hamilton, 34 ans, son mari, se pencha dans l'embrasure de la porte. Il était beau, d'une beauté soignée et raffinée, avec ses cheveux bruns, sa chemise impeccable et son sourire fatigué. Marc travaillait dans la finance, du moins c'est ce qu'il disait toujours. Il voyageait souvent, travaillait souvent tard, gardait souvent une partie de sa vie cachée derrière des explications vagues. « Elena, dit-il d'un ton léger, tu es debout tôt. » Elle regarda par-dessus son épaule, souriant doucement. « Je n'arrivais pas à dormir. Elle donne encore des coups. » Marc rit doucement et s'approcha d'elle à pas lents. Quiconque les observait aurait pensé qu'il était le mari parfait, affectueux, attentionné, présent. Mais son regard ne cessait de se poser sur la commode où reposait son téléphone. Elena le remarqua. Elle avait appris à remarquer les petits détails. Elle prit un autre petit body, lissa le tissu, essayant de se concentrer sur l'espoir plutôt que sur l'inquiétude. C'est alors que cela se produisit. Une vibration aiguë rompit le silence de la pièce. Le téléphone de Marc s'alluma. Elena jeta un coup d'œil à l'écran avant qu'il ne puisse l'atteindre. Un nom s'afficha. LC. Seulement 2 lettres, mais suffisantes pour lui nouer l'estomac. Marc se précipita vers le téléphone et le saisit rapidement. Plus rapide qu'un homme qui n'a rien à cacher, elle se figea, les mains crispées autour des vêtements de bébé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Le sourire de Marc fut trop rapide, trop forcé. Des messages professionnels? Juste un client? Elena acquiesça, mais ses yeux ne suivirent pas son sourire. Ils suivirent ses mains. Des mains qui tremblaient légèrement alors qu'il glissait le téléphone dans sa poche. La tension s'épaissit, mais Elena la ravala. Elle voulait la paix. Elle voulait le croire. Elle avait besoin de calme à l'approche de son terme. Marc s'avança, embrassa son front et murmura « Essaie de te reposer. Le grand jour approche. » Puis, il sortit de la pièce. Elena le regarda partir, son cœur ralentissant, sa respiration s'apaisant. Elle reposa le body sur le rail du berceau et la caméra se concentra sur son visage alors qu'une inquiétude silencieuse s'installait. Juste avant la fin de la scène, un détail discret apparut sur la commode. Une enveloppe blanche portant le logo d'un cabinet d'avocats non ouverte, partiellement cachée sous des magazines. Une lettre de l'avocat chargé de la succession de son père l'attendait. Elena ne le savait pas encore, mais les premières fissures dans son mariage commençaient déjà à apparaître, et les réponses dont elle avait besoin étaient plus proches qu'elle ne le pensait. Elena Pierce se réveilla en sursaut au bruit de la voiture de Marc qui démarrait dans l'allée. Elle attrapa son téléphone. 3h47 du matin. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle se redressait, une main soutenant son ventre gonflé. C'était la 3e fois cette semaine qu'il partait au milieu de la nuit. Elle se força à sortir du lit et marcha lentement jusqu'à la fenêtre. À travers les rideaux, elle regarda ses feux arrière disparaître dans la rue. Sa poitrine se serra. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. Elena s'assit sur le bord du lit, essayant de calmer sa respiration. Le bébé donna un grand coup de pied, comme s'il sentait le stress de sa mère. Elle prit son téléphone et remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Leur application bancaire commune l'avait déconnectée. Lorsqu'elle essaya de se reconnecter, un message apparut. Les restrictions d'accès ont été mises à jour. Contactez votre banque pour plus de détails. Son estomac se noua. Restriction d'accès. Elle réessaya. Même message. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas un problème technique. Quelqu'un avait modifié quelque chose. Elle voulut appeler Marc, mais quelque chose l'en empêcha. À la place, elle ouvrit ses emails et fit défiler les relevés bancaires des derniers mois, qu'elle n'avait pas eu le temps ni l'énergie de vérifier attentivement. Puis elle trouva ce qu'elle cherchait.
Un email datant de 6 mois, lorsqu'elle souffrait de nausées matinales sévères et avait demandé à Marc de s'occuper des opérations bancaires pendant sa convalescence. Objet, confirmation de la restructuration du compte. L'email détaillait la manière dont leur compte d'épargne et d'investissement commun avait été fermé et rouvert selon de nouvelles conditions. Marc était le titulaire principal. Elena était l'utilisatrice autorisée avec un accès discrétionnaire. À l'époque, Marc lui avait dit qu'il s'agissait simplement de formalités administratives visant à rationaliser les choses à des fins fiscales. Elle était trop malade pour poser des questions, trop confiante pour douter de lui, trop concentrée sur le bébé pour voir le piège qui lui était tendu. En regardant maintenant ces mots, accès discrétionnaire, elle comprenait ce qu'ils signifiaient vraiment. Il pouvait lui retirer son accès quand il le voulait. Plus tard dans la matinée, Elena préparait du thé lorsqu'un coup à la porte interrompit ses pensées. Elle ouvrit et trouva Mademoiselle Keane, 62 ans, leur voisine âgée, une veuve chaleureuse qui traitait Elena comme sa propre fille. Elle tenait un plat chaud enveloppé dans un torchon. « Ma chérie, misseuse, dit Keane doucement, je vous ai préparé à dîner. Vous devez garder vos forces. » Elena cligna des yeux pour retenir ses larmes de gratitude. « Merci, vous n'auriez pas dû. » Madame Keane hésita, jetant un coup d'œil dans la rue avant de baisser la voix. « Chérie, je ne veux pas vous inquiéter, surtout maintenant, mais… » Elle marqua une pause. « Je l'ai vue partir à des heures inhabituelles, et la semaine dernière, je l'ai vue avec une femme. Elle est montée dans sa voiture et ils sont partis ensemble. » Elena eut le souffle coupé. Madame Keane lui serra doucement le bras. « Je sais ce que j'ai vu. Je n'en parlerai pas si je n'étais pas certaine. » Elena esquissa un sourire, doux, poli, mais complètement vide. C'était peut-être une collègue ou une cliente. Madame Keane ne semblait pas convaincue. « Fais juste attention, ma chérie. Parfois, les signes discrets sont les plus éloquents. » Ces mots s'ancrèrent dans l'esprit d'Elena comme une lourde pierre. Soudain, Elena se souvint d'un feu de camp avec son père, lorsqu'elle avait 17 ans. Il l'avait regardée droit dans les yeux et lui avait dit « Ne néglige pas les petits signes, Elena. Les hommes qui trahissent ne s'annoncent que rarement. Ce sont les petites choses, les regards secrets, la distance soudaine. Ta mère savait que quelque chose n'allait pas avec sa santé depuis des mois avant de me le dire. Elle a dit qu'elle avait ignoré les petits signes. Ne commets pas cette erreur dans la vie, pas avec ta santé, pas avec les personnes en qui tu as confiance. » À l'époque, elle avait considéré cela comme l'un de ses avertissements trop prudents. Aujourd'hui, ces mots résonnaient comme le tonnerre. Elle posa une main sur son ventre et murmura « Je veux lui faire confiance. J'ai besoin de lui faire confiance. » Mais la confiance commençait à ressembler à un fil fragile. Plus tard dans la soirée, Elena s'est dirigée vers le bureau où Marc gardait ses documents financiers. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a ouvert le tiroir. À l'intérieur, elle trouva des relevés bancaires qu'il avait cachés, des relevés de comptes dont elle ignorait l'existence, de nouveaux comptes ouverts il y a 4 mois, d'importants virements, des reçus de restaurants chers où elle n'était jamais allée. Et au bas de la pile, une brochure immobilière pour des appartements de luxe en centre-ville. Son cœur se mit à battre, à tout rompre. Alors qu'elle s'apprêtait à regarder de plus près, son téléphone vibra pour lui signaler l'arrivée d'un SMS. « Marc, je travaille encore tard. Ne m'attends pas. Je t'aime. » Ces mots lui semblaient vides de sens. Elle regarda les papiers qu'elle tenait dans ses mains et, pour la première fois, elle se laissa aller à penser ce qu'elle avait toujours évité de penser. « Il prévoit de me quitter. » Alors qu'Elena rassemblait les papiers pour les remettre à leur place, un autre document glissa de la pile. Un échange d'emails imprimé entre Marc et une personne nommée L. Carter. L'objet du message la fit frissonner. Calendrier de transition après l'arrivée du bébé. Son corps tout entier se figea. Et la prochaine fois où le calendrier de Marc allait avoir une importance capitale, c'était au moment où Elena avait désespérément besoin de lui dans la salle d'accouchement. Elena Pierce, 31 ans, hurla lorsqu'une nouvelle contraction déchira son corps. Ses mains serraient si fort la barre métallique du lit d'hôpital que ses jointures blanchirent. La sueur coulait sur son front. Les moniteurs émettaient des bips stridents autour d'elle, chaque son faisant écho à sa peur et à son épuisement. Sa respiration était saccadée, son corps tremblait. La pièce était lumineuse, froide, trop propre, et la douleur rendait tout flou.
À côté d'elle se tenait Mark Hamilton, 34 ans, son mari. Son corps était présent, mais son esprit était ailleurs. Pendant qu'Elena criait, Mark jetait un coup d'œil à son téléphone toutes les quelques secondes, l'écran éclairant son visage. « Mark, s'il te plaît, » haleta Elena, la voix brisée. « J'ai besoin de toi. » Il tendit une main et posa sa paume sur son épaule, affichant un sourire réconfortant. « Je suis là, je suis juste là, » dit-il. Mais son autre main tenait le téléphone légèrement derrière sa jambe, incliné de manière à ce qu'elle ne puisse pas voir l'écran. L'infirmière, Karen Miller, 46 ans, s'approcha du lit. C'était le genre d'infirmière qui travaillait dans le domaine des accouchements depuis plus de 20 ans. Calme, expérimentée, douce, mais aussi observatrice. Elle avait vu toutes sortes de partenaires dans les salles d'accouchement, et quelque chose dans le comportement de Mark aiguisa son instinct professionnel. « Vous vous en sortez très bien, Elena, » dit l'infirmière Karen en ajustant le tube à oxygène d'Elena. « Respirez lentement avec moi. Inspirez, expirez. » Elena essaya, mais la contraction fut violente et rapide, et elle cria à nouveau. « Mark !» appela-t-elle désespérément, cherchant son regard. Mais Mark ne la regardait pas. Son téléphone vibra à nouveau. Une petite vibration, mais suffisamment forte pour fendre l'air comme un avertissement. Elena la ressentit. Même la douleur ne pouvait l'empêcher de voir à quel point il semblait distant. Son esprit revint un instant en arrière, même au milieu de l'agonie. Son père, Jonathan Pierce, lui parlant à l'âge de 20 ans, juste avant qu'elle ne parte pour son premier emploi sérieux. « Ma chérie, quand la vie te pousse à tes limites, regarde les personnes qui se tiennent à tes côtés. C'est là que leur vérité se révèle. La pression ne forge pas le caractère, elle le révèle. » Ces mots lui semblaient lourds à présent, trop lourds. Sa meilleure amie, Sophia Bennett, 30 ans, se précipita dans la chambre, un badge de visiteur autour du cou. Sophia attendait dans le couloir, faisant les 100 pas avec anxiété depuis l'arrivée d'Elena à l'hôpital quelques heures plus tôt. Son cœur se serra lorsqu'elle vit la sueur sur le visage d'Elena et la tension dans ses mains tremblantes. « Elena, je suis là », murmura Sophia en lui prenant l'autre main. Les larmes d'Elena coulaient, larmes de douleur, mais aussi de peur. « Ne me laisse pas », supplia-t-elle. Sophia secoua fermement la tête. « Je ne vais nulle part. » Puis le téléphone de Mark vibra à nouveau, plus urgent cette fois. Il le sortit sans réfléchir, son pouce planant au-dessus de l'écran. Elena, haletant fortement, murmura à travers ses larmes. « Mark, peux-tu le ranger pour l'instant, s'il te plaît ?» Mark serra légèrement la mâchoire. Il tenta de cacher un éclair d'agacement. « C'est le travail, Elena. Il y a une situation urgente. Je sors 2 minutes, c'est tout. » Avant qu'elle ne puisse protester, avant qu'elle ne puisse le supplier de rester, il marmonna. « Je dois passer un coup de fil. Je serai juste dehors. » Et il partit. La porte se referma derrière lui. Elena eut un sanglot qui lui resta dans la gorge. Sophia lui serra la main plus fort, le visage empreint de fureur. L'infirmière Karen ne fit aucun commentaire, mais son stylo glissa délibérément sur le dossier médical. Le partenaire a quitté la salle pendant le travail actif. La patiente est visiblement bouleversée. Cette note aurait son importance plus tard, beaucoup plus tard. Et maintenant, la caméra suit Mark à l'extérieur de la salle d'accouchement. Il ne s'arrête pas dans la salle d'attente. Il passe devant les autres familles, devant le poste des infirmières, et se dirige vers un coin tranquille, près des distributeurs automatiques. Il sort son téléphone avec des mains tremblantes, non pas à cause de son inquiétude pour Elena, mais à cause de son impatience. Sur l'écran, un message de Laia Carter, 29 ans. « C'est déjà fait ? Tu avais promis de t'occuper de tout aujourd'hui. » Les doigts de Mark volent sur l'écran. « Elle est en travail maintenant. Donne-moi 2 heures. Je finalise le dernier transfert ce soir. Demain matin, tu auras un accès complet au compte du centre-ville. » Il appuie sur « Envoyer », puis ouvre son application bancaire, celle à laquelle Elena n'a plus accès. Il navigue jusqu'à leur compte épargne et lance le dernier transfert important. 62 000 $ vers un compte externe au nom de Laia. Traitement en cours, veuillez confirmer. Il confirme. Transfert prévu pour ce soir. 23H47. Mark expira lentement et remit son téléphone dans sa poche au moment où un médecin passait devant lui. Il se força à prendre un air inquiet et stressé, le masque d'un mari inquiet.
Puis il retourna lentement vers la salle d'accouchement. De retour dans la salle, Elena gémit bruyamment, son corps tremblant, la douleur accablante. L'infirmière Karen vérifia son dilatation. « Tu y es presque, Elena, tu y es presque, tu es si forte. » Sofia serra la main d'Elena, lui murmurant des mots d'encouragement à travers ses propres larmes. « Tu peux y arriver. Je suis là. Tu n'es pas seule. » Elena murmura d'une voix faible et brisée. « Où est-il » Sofia hésita. Elle ne voulait pas répondre. L'infirmière Karen ne voulait pas répondre non plus. Le silence en disait long. Quelques minutes plus tard, Elena a crié une dernière fois et soudain, le cri d'un bébé a rempli la pièce. Une petite baleine fragile qui a fait s'arrêter le monde entier. Elena a sangloté, submergée par le son du premier souffle de sa fille. L'infirmière Karen a délicatement posé la petite fille sur la poitrine d'Elena, son petit corps chaud et tremblant. Ce moment aurait dû être chaleureux, magique, inoubliable. Mais lorsque Marc est finalement revenu dans la pièce, son visage était inexpressif. Il fixa le bébé sur la poitrine d'Elena et il n'y eut ni sourire, ni larmes, ni chaleur, juste un regard fixe et distrait, des yeux vides, flous, lointains. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Sofia le remarqua, les mâchoires serrées. L'infirmière Karen le remarqua aussi. Elle nota discrètement dans le dossier. Émotion du père, neutre, détaché. Lien affectif minimal observé. La scène ralentit alors qu'Elena embrasse le front de sa fille, des larmes tombant sur la peau du nouveau-né. Elle leva les yeux vers Marc, cherchant désespérément de l'amour sur son visage. Elle ne trouva rien. Son cœur se brisa silencieusement. Alors que la caméra zoome sur le téléphone de Marc dans sa poche, l'écran s'allume à nouveau avec une nouvelle notification visible à travers le tissu. Transfert terminé, 62 000 $. Nouveau solde du compte, 0 $. Le téléphone vibre une fois de plus. « Laïa, c'est bon, tu es libre maintenant. » Les lèvres de Marc esquissent un sourire à peine perceptible, qu'Elena ne peut voir, mais que la caméra capture. Le lendemain matin, Elena apprendra que certaines douleurs ne s'arrêtent pas dans la salle d'accouchement. Elles vous suivent jusqu'à la maison, attendent que vous soyez le plus faible et frappent quand vous vous y attendez le moins. 2 jours après avoir accouché, Elena Pierce se tient tremblante sous les lumières fluorescentes de la petite pharmacie. Encore affaiblie par l'accouchement, ses points de suture lui faisaient mal à chaque mouvement. Des cernes ombrageaient ses yeux à cause des nuits blanches. Elle tenait sa fille nouveau-née près de sa poitrine dans un porte-bébé souple. Le petit visage paisible du bébé contrastait avec la tempête qui se préparait autour d'eux. Elle n'avait besoin que d'une seule chose, les analgésiques postpartum et les antibiotiques qui lui avaient été prescrits pour prévenir les infections. Simple, nécessaire, avait ordonné le médecin. Elle fouilla dans son sac à main avec des doigts tremblants, saisissant la carte de débit qu'elle avait utilisée d'innombrables fois avant que sa carte ne soit liée à ce qui était autrefois leur compte joint. Le pharmacien, Mason Reed, 28 ans, un jeune homme poli aux yeux fatigués et au sourire de service à la clientèle, scannait les médicaments. « Cela fera 43,18 $, dit-il gentiment. Elena acquiesça et glissa sa carte dans la machine. Bip. Transaction refusée. Son cœur s'arrêta pendant une seconde. Elle essaya de calmer sa voix. « Pouvez-vous réessayer ? C'est peut-être la machine. » « Bien sûr. » Mason passa la carte une deuxième fois. Bip. Refusé. Ses mains se mirent à trembler. La pièce lui semblait plus petite, trop lumineuse, trop bruyante. Derrière elle se tenait Sophia Bennett, 30 ans, la meilleure amie d'Elena. C'était Sophia qui l'avait ramenée de l'hôpital, qui l'avait aidée avec le bébé et qui s'était assurée qu'Elena se repose. Elle s'approcha, remarquant que les épaules d'Elena étaient voûtées et que sa respiration s'était accélérée. « Elena, murmura Sophia, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elena déglutit péniblement, la gorge serrée. « Je ne sais pas. Cette carte a toujours fonctionné. Je vais réessayer. » Elle glissa la carte une 3e fois, les mains visiblement tremblantes. Bip refusé. Le son lui fit l'effet d'un coup de poing dans la poitrine. Mason s'agita nerveusement et baissa la voix. « Je suis vraiment désolé, madame, mais le système indique que les fonds sont insuffisants. Parfois, les banques bloquent les cartes en cas d'activité inhabituelle ou de fonds insuffisants, » répéta Elena d'une voix à peine audible. Ces mots n'avaient aucun sens. Ils avaient des économies, ils avaient de l'argent.
Elle avait vérifié le solde 2 semaines auparavant. Il y avait plus de 200 000 dollars. Son esprit remontait le temps, cherchant une explication, une raison, n'importe quoi qui pourrait donner un sens à ce moment. Enceinte de 5 mois, assise à la table de la cuisine, elle passait en revue les finances avec Marc. Elle était fatiguée, nauséeuse et avait du mal à se concentrer. Marc avait dit « Ne t'inquiète plus pour les comptes, Yenessaos. J'ai tout restructuré pour faciliter les impôts. Tu es désormais inscrite comme utilisatrice autorisée. C'est plus simple pour toi, moins de paperasse. Tu peux toujours accéder à tout quand tu en as besoin. » Elle lui avait fait confiance. Elle avait signé là où il lui avait dit de signer. Elle l'avait cru quand il avait dit « Je m'occupe de nous ». Mais maintenant, debout dans cette pharmacie, les mots « utilisateur autorisé » prenaient un nouveau sens terrifiant. Il pouvait révoquer son accès quand il le voulait. Sa poitrine se serra, ses jambes faiblirent. « Elena » dit Sophia doucement, en la rattrapant par le coude, alors qu'elle vacillait. « Tu trembles, laisse-moi payer. On verra ça à la maison. » Le bébé se mit à pleurer doucement, sentant la peur de sa mère. Ce petit bruit brisa le dernier reste de calme d'Elena. Sa carte n'avait jamais été refusée auparavant. Pas une seule fois, jamais. Elle avait toujours été prudente avec l'argent. Son expérience en analyse financière lui avait appris que, à moins que quelque chose ne cloche vraiment, à moins que Marc n'ait fait quelque chose, sa respiration devint haletante. « Sophia, je crois qu'il y a un problème, » murmura-t-elle, la voix brisée. Sophia posa une main ferme sur son épaule, le visage crispé par l'inquiétude. « Laisse-moi payer tout de suite. Ensuite, nous rentrons directement à la maison et tu vérifies tes comptes. » Tous. Elena acquiesça faiblement, les larmes aux yeux. Mason accepta discrètement la carte de Sophia, traita le paiement et leur remit les médicaments dans un petit sac blanc. Son expression était compatissante, mais professionnellement neutre. Il avait déjà vu des problèmes financiers se dérouler dans cette pharmacie. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Elena serra son bébé plus fort contre elle, la peur lui parcourant l'échine comme de l'eau glacée. Marc avait été distant. Il était parti pendant le travail. Il avait envoyé des SMS à quelqu'un sans arrêt. Et maintenant, ça. Non, non, il ne ferait pas ça. Il ne pouvait pas. Mais au fond d'elle-même, une voix qu'elle ignorait depuis des semaines lui murmurait « Oui, il le ferait ». Alors qu'il sortait dans la lumière crue de l'après-midi, le téléphone d'Elena vibra. Un SMS de la banque, alerte de compte. Votre accès en tant qu'utilisateur autorisé a été révoqué à partir d'aujourd'hui à 12h01. Pour toute question, veuillez contacter le titulaire principal du compte. Elena s'arrêta de marcher. Sophia lut le message par-dessus son épaule et eut le souffle coupé. « Il t'a bloqué » murmura Sophia, horrifiée. « Elena, il t'a bloqué » Elena fixa le message, les mots se brouillant à travers ses larmes. Le titulaire principal du compte, Marc, avait tout planifié. Quand Elena ouvrit enfin son ordinateur portable chez elle et découvrit toute la vérité, elle comprit que la trahison ne concernait pas seulement l'argent volé. Il s'agissait d'un avenir volé, de promesses non tenues et d'un plan mis en œuvre bien avant qu'elle n'accouche. Elena se précipita vers la porte d'entrée de sa maison. Sophia la suivait de près. Le bébé pleurait bruyamment dans son porte-bébé, d'un cri aigu et désespéré. Le corps entier d'Elena tremblait, non seulement à cause de l'épuisement physique, mais aussi à cause de la terrible prise de conscience qui grandissait dans sa poitrine. « Assieds-toi » l'exhorta Sophia en la guidant vers le canapé. « Ouvre l'application bancaire maintenant, nous devons voir exactement ce qui s'est passé. » Les mains d'Elena tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine déverrouiller son téléphone. Son cœur battait à tout rompre, le bébé gémissait contre sa poitrine. Elena embrassa son petit front de ses lèvres froides avant de se forcer à se concentrer. Elle ouvrit l'application bancaire. L'écran se chargea et son monde s'écroula complètement. Compte d'épargne principal, $0. Compte d'investissement, $0. Fonds d'urgence, $0. Elena fixait l'écran, sans respirer, sans cligner des yeux. Son pouce fit défiler l'historique des transactions avec une précision mécanique. La formation acquise lors de son ancien travail d'analyste reprit le dessus malgré le choc. Ce qu'elle découvrit lui donna la nausée. Il y a 6 jours, transfert vers le compte externe, L. Carter, 148 700 $. Il y a 3 jours. Transfert vers le compte externe, L. 62 000 $ hier, à 23h47, alors qu'elle était à l'hôpital en convalescence. Restructuration du compte. Le titulaire principal a conservé tous les actifs.
Aujourd'hui, à 1h00. Utilisateur autorisé. Eka resta silencieuse. Ses oreilles bourdonnaient. Elle avait l'impression que sa poitrine s'effondrait. Sa bouche était complètement sèche. Sophia haleta, couvrant sa bouche de ses deux mains. « Oh mon Dieu, Elena, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Elena respirait par saccades, de manière saccadée et superficielle. « Plus de 200 000 $, murmura-t-elle. Toutes nos économies. Tout ce que j'avais gagné dans mon ancien travail. Ses primes, nos cadeaux de mariage. Tout. » Le bébé pleura encore plus fort, ressentant l'angoisse de sa mère. Elena essaya d'appeler Marc. La sonnerie retentit. L'appel fut transféré vers la messagerie vocale. Elle réessaya. La sonnerie retentit. Encore la messagerie vocale. La messagerie vocale. À chaque fois, l'appel était transféré vers la messagerie vocale, ce qui signifiait qu'il avait soit bloqué son numéro, soit éteint complètement son téléphone. « Il ne répond même pas », dit Elena, la voix brisée à chaque mot. « Il a tout vidé et ne répond même pas à mes appels. » Sophia s'agenouilla à côté d'elle, lui frottant désespérément le bras. « Il y a peut-être eu une erreur. Peut-être que la banque s'est trompée. Peut-être. » Mais la voix de Sophia s'éteignit lorsqu'elle vit Elena cliquer sur autre chose. Un dossier dans l'application intitulé « Correspondance relative au compte ». À l'intérieur se trouvaient des emails qu'Elena n'avait jamais vus auparavant. Des emails envoyés à l'adresse personnelle de Marc et non à leur adresse commune. Les objets des emails racontaient toute l'histoire. Restructuration du compte terminé. 15 mars. Confirmation du changement de titulaire principal. 20 mars. Mise à jour de l'accord d'utilisateur autorisé. 22 mars. Mars. Il avait commencé cela en mars, 2 mois avant qu'elle accouche. Ce n'était pas impulsif, c'était méthodique, planifié, calculé. Elena appuya sa tête contre le canapé, fixant le plafond d'un regard vide, son bébé pleurant doucement contre sa poitrine. Des souvenirs qu'elle n'avait pas voulu voir clairement jusqu'à présent lui revinrent en mémoire. Marc, en mars, lui disant avec désinvolture pendant le petit déjeuner « Hé, j'ai besoin que tu signes quelques documents bancaires, c'est juste une formalité pour la saison des impôts. » Elle était épuisée par les nausées matinales et avait du mal à garder la nourriture. Elle avait signé sans lire, attentivement. Un autre souvenir. Marc et April. « Je m'occupe de toutes les finances maintenant. D'accord. Concentre-toi juste sur ta santé. C'est ton seul travail. » À l'époque, cela lui avait semblé affectueux, protecteur. Maintenant, cela ressemblait à un piège qui se refermait. La voix de son père résonna à nouveau. « Elena, ne donne jamais, et je dis bien jamais, à quelqu'un le contrôle total de ta sécurité financière. Non pas parce que tu ne lui fais pas confiance, mais parce que le pouvoir change les gens. Garde toujours tes propres comptes, sache toujours où se trouve ton argent. » Elle pensait que son père était paranoïaque, démodé, trop protecteur. Maintenant, elle comprenait qu'il avait essayé de la protéger précisément contre ce moment. Elena serra son bébé plus fort contre elle, des larmes tombant silencieusement sur la couverture du nourrisson. « Il m'a laissé sans rien, » murmura-t-elle. « Pas même assez pour acheter les médicaments dont j'avais besoin après avoir donné naissance à son enfant. » Sophia appuya son front contre l'épaule d'Elena, la voix chargée de colère et de chagrin. « Tu n'es pas seule, nous allons nous battre. Je te le promets, nous allons nous battre. » Mais Elena sentait autre chose monter en elle. Pas encore de la colère, pas de rage, juste une compréhension profonde et froide. Il n'avait jamais eu l'intention de rester. Cela avait toujours été son objectif final. Un appartement moderne en centre-ville avec des baies vitrées et des meubles coûteux. Des meubles qu'Elena n'avait jamais vus auparavant. Mark Hamilton, 34 ans, se tenait près de la fenêtre, vêtu de vêtements propres, les cheveux encore mouillés après sa douche. Il avait l'air détendu, reposé, libéré de tout poids. Laia Carter, 29 ans, sortit de la chambre vêtue d'une de ses chemises. Elle était séduisante, sûre d'elle et complètement inconsciente des ravages causés par sa relation. Elle enlaça Marc par derrière. « Alors, c'est vraiment fini ?» demanda-t-elle d'une voix légère et enthousiaste. « Elle n'a plus accès à rien ?» Marc sourit. Ce n'était pas un sourire coupable, ni un sourire conflictuel, mais un sourire satisfait. C'est fini. Elle n'a plus rien, plus d'accès, plus de cartes, plus aucun moyen de riposter. Il se tourna vers Laia. Je m'en suis assuré il y a des mois. Elle a tout signé sans même lire.
Laïa rit doucement. Que va-t-elle faire? Elle vient d'avoir un bébé. Elle n'a pas travaillé depuis des mois. Elle est complètement dépendante. Marc versa 2 verres de vin et en tendit un à Laïa. Exactement. Le temps qu'elle trouve comment engager un avocat, nous serons déjà loin. J'ai déjà versé la compte pour l'appartement à Miami. Il leva son verre à la liberté. Laïa fit tinter son verre contre le sien. Aucun d'eux ne remarqua la voisine d'en face, une femme âgée qui voyait Laïa aller et venir depuis des mois, qui avait soigneusement noté les dates et les heures, qui avait pris des photos de la voiture de Marc garée toute la nuit dans le garage de l'immeuble. Les preuves s'accumulaient déjà. Marc ne le savait tout simplement pas encore. De retour chez Elena, Sofia l'aidait à calmer le bébé lorsque le téléphone d'Elena a de nouveau vibré. Ce n'était pas un SMS de Marc, c'était une notification de la poste, livraison d'un courrier recommandé avec signature requise. Expéditeur, Hang & Associates, droit successoral. Elena a retenu son souffle. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Sofia. Elena a fixé la notification. « C'est l'avocat de mon père, il essaie de me joindre depuis des semaines. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle se levait, soudainement submergée par une prise de conscience. « Sofia, murmura-t-elle. Avant de mourir, mon père m'a dit qu'il avait pris des dispositions. Je n'ai jamais su ce qu'il voulait dire. » Les yeux de Sofia s'écarquillèrent. « Tu dois aller chercher cette lettre immédiatement. » Elena baissa les yeux vers sa fille endormie, puis regarda à nouveau son téléphone. Ce qui se trouvait dans cette enveloppe était peut-être la seule bouée de sauvetage qui lui restait. Le lendemain matin, Elena allait découvrir que l'amour de son père avait transcendé la mort et que la trahison dont Marc pensait qu'elle la détruirait allait devenir le catalyseur d'un événement qu'il n'avait pas vu venir. Le lendemain matin de l'incident à la pharmacie, Elena était assise sur son canapé, fixant une enveloppe blanche qui se trouvait sur sa commode depuis des semaines, celle avec le logo du cabinet d'avocat qu'elle était trop épuisée et bouleversée pour ouvrir. Un document du cabinet Jonathan Pierce Hang & Associates. Chaque fois qu'elle regardait le nom de son père, elle avait la gorge serrée. Elle avait reçu cette lettre 3 semaines auparavant, juste avant ses derniers rendez-vous prénataux. Elle s'était dit « Je l'ouvrirai après la naissance du bébé, quand j'aurai le temps de m'occuper des formalités administratives liées à la succession. » À présent, avec un compte en banque vide et aucun moyen de survivre, elle n'avait plus le choix. Mais avant qu'elle n'ait pu l'ouvrir, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit. « Bonjour, mademoiselle Pierce. Ici Thomas Gray, de Priority Courier Services. Nous avons un colis urgent certifié de Hwang & Associates qui nécessite votre signature. Nous avons tenté de vous le livrer à 3 reprises au cours du mois dernier. Êtes-vous disponible aujourd'hui ?» Le cœur d'Elena se mit à battre à toute vitesse. Une autre lettre. « Oui. Venez tout de suite, s'il vous plaît. » 20 minutes plus tard, Thomas Gray, 42 ans, se tenait sous son porche avec une deuxième enveloppe plus épaisse. Celle-ci était marquée en rouge. Affaire successorale urgente et sensible au facteur temps. Action immédiate requise. Madame, l'expéditeur a indiqué que c'était urgent. Je m'excuse pour les multiples tentatives de livraison indiquées dans nos registres. Vous n'étiez pas disponible lors des précédentes tentatives. Les mains d'Elena tremblaient lorsqu'elle signa. Elle avait eu des rendez-vous chez le médecin, puis à l'hôpital, et elle était trop bouleversée pour ouvrir la porte. Elle prit la lourde enveloppe. Thomas hocha respectueusement la tête et partit. Sofia apparut à ses côtés. « Une autre lettre ? 2 lettres ?» murmura Elena en tenant les 2 enveloppes. L'une que j'ai eu trop peur d'ouvrir et l'autre qui vient d'arriver. Sofia la guida à l'intérieur. « Ouvre-les toutes les 2 maintenant. » Elena s'assit, son bébé dormant paisiblement dans le porte-bébé à côté d'elle. Elle ouvrit la première enveloppe, celle qui l'attendait sur sa commode. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de son père. Puis elle ouvrit la deuxième enveloppe, celle qui était urgente. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée de Daniel Hang, l'avocat de son père, expliquant qu'il essayait de la joindre depuis des semaines. Madame Pierce commençait la lettre. « J'ai suivi votre situation comme votre père me l'avait demandé. J'ai des informations urgentes à vous communiquer concernant la succession de votre père. Veuillez m'appeler dès que vous recevrez cette lettre. » Elena s'assit sur le canapé, berçant sa fille d'un bras, tandis que Sofia s'asseyait près d'elle. Ses doigts effleurèrent le sceau, les initiales de son père gravées en lettres dorées. Un souvenir si vif lui revint qu'elle eut l'impression qu'il était dans la pièce.
Jonathan Pierce à l'hôpital, 3 jours avant son décès. Sa main serrait faiblement la sienne. Elena, écoute-moi attentivement. J'ai mis en place des protections pour toi. Papa, ne parle pas comme ça. Tu vas t'en sortir. Arrête. Écoute-moi. Sa voix était ferme malgré sa faiblesse. J'ai travaillé avec Daniel Hang. Il est digne de confiance. Si jamais quelque chose t'arrivait, si jamais la vie te mettait dans une situation difficile, tu aurais un filet de sécurité. Tu ne le verras pas tant que tu n'en auras pas besoin, mais il est là. Elle était tellement concentrée sur le déni, sur l'espoir, sur le refus d'accepter qu'il était en train de mourir, qu'elle avait à peine compris ses paroles. « Je ne veux pas de ton argent, papa. Je veux juste toi. » Il avait souri tristement. « Je sais, ma chérie, mais un jour, tu en auras peut-être besoin plus que tu ne peux l'imaginer, et quand ce jour viendra, tu sauras que je te protège toujours. » Dis-moi, senti. Dis. Ce souvenir fit couler des larmes sur le visage d'Elena. « Il savait, murmura-t-elle. Il savait que j'aurais besoin d'aide. » Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents, une lettre écrite de la main de son père, des papiers juridiques avec l'entête du cabinet d'avocats, des codes d'accès à des comptes bancaires et une carte de visite de Daniel Hang. Elle déplia d'abord la lettre de son père. « Ma chère Elena, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là et que quelque chose de terrible est arrivé dans ta vie. J'espère me tromper, mais l'instinct d'un père se trompe rarement. Quand ta mère est décédée, je lui ai promis de toujours te protéger, même après ma mort. J'ai donc créé un fonds fiduciaire à ton nom, géré par Daniel Hang, un homme en qui j'ai une confiance absolue. Les fonds ont été investis de manière prudente et ont fructifié depuis ma mort. Au moment où tu recevras cette lettre, ils devraient avoir considérablement augmenté. J'ai demandé à Daniel de veiller discrètement sur toi. S'il t'envoie cette lettre, c'est qu'il pense que tu es en danger ou en situation de crise. Quelle que soit la situation à laquelle tu es confronté, quelle que soit la personne qui t'a fait du mal, n'oublie pas que tu es ma fille. Tu es brillante, forte et compétente, et tu n'es pas seule. Utilise ces ressources pour te reconstruire, te protéger et te défendre si nécessaire. Je t'aime pour toujours, papa. » Les mains d'Elena tremblaient si violemment qu'elle faillit laisser tomber la lettre. Sophia lut par-dessus son épaule, les larmes coulant sur son visage. « Elena, appelle l'avocat immédiatement. » Les doigts tremblants, Elena composa le numéro inscrit sur la carte de Daniel Hang. Le téléphone sonna 2 fois. Hang et associé. Daniel Hang à l'appareil. « Monsieur Hang. » La voix d'Elena se brisa. « C'est Elena Pierce. Je viens de recevoir votre lettre. » Il y eut un silence, puis une chaleur et un soulagement sincère se mirent à transparaître dans sa voix. « Mademoiselle Pierce, Dieu merci. J'ai suivi votre situation comme votre père me l'avait demandé. Je suis vraiment désolé pour ce que vous traversez. » Sa voix devint douce mais professionnelle. « Êtes-vous dans un endroit privé où nous pouvons parler ? » ?»« Oui. »« Bien. Ce que je vais vous dire va vous bouleverser, mais je vous demande de rester calme. » Il fit une pause. « Votre père a créé une fiducie irrévocable à votre nom il y a 14 mois. Les actifs ont été investis dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et de biens immobiliers. Le cœur d'Elena battait à tout rompre. Combien ? La fiducie a atteint une valeur actuelle de 148 millions de dollars. Le monde s'est arrêté. Sophia a porté la main à sa bouche pour étouffer un cri. Elena ne pouvait plus parler, ni respirer, ni comprendre. Daniel a poursuivi doucement. De plus, un fonds d'urgence distinct de 2 millions de dollars est disponible immédiatement si vous en avez besoin. Votre père voulait s'assurer que si vous étiez confronté à une crise, vous disposeriez immédiatement de ressources. 148. Elena n'a pas pu finir la phrase. Millions de dollars. Oui, madame. Vous en êtes l'unique bénéficiaire. Personne d'autre ne peut y toucher. Ni votre conjoint, ni vos créanciers. Personne. Il est légalement protégé à votre nom uniquement. Le bébé remua contre la poitrine d'Elena, poussant un petit soupir, comme s'il sentait lui aussi le changement dans l'univers. Elena ferma les yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, les larmes avaient disparu. Ce qui les remplaçait n'était pas de la joie, ce n'était pas du soulagement, c'était quelque chose de plus froid, de plus dur, la lucidité.
Son père ne lui avait pas seulement laissé de l'argent, il lui avait laissé du pouvoir. Le pouvoir de se défendre, le pouvoir de survivre, le pouvoir de s'assurer que Mark ne s'en tirerait jamais avec ce qu'il avait fait. « Monsieur Wang, dit Elena d'une voix désormais calme, j'ai besoin de vous rencontrer immédiatement et j'ai besoin d'un avocat spécialisé dans la fraude financière et le divorce. J'ai déjà pris la liberté de contacter quelqu'un. Elle s'appelle Miriam Cole. C'est l'une des meilleures avocates en droit de la famille et de l'État. Et elle a déjà traité des affaires exactement comme la vôtre. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Je peux tout organiser pour demain matin, à 9 heures. Et Mademoiselle Pierce, dit-il d'une voix plus douce, votre père serait très fier de vous en ce moment. De nouvelles larmes menaçaient de couler, mais Elena les ravala. Merci, monsieur Hang. Elle mit fin à l'appel et resta assise en silence. Sophia la serra dans ses bras, pleurant ouvertement à présent. Elena, mon Dieu, tout va bien se passer. Tout ira même mieux que bien. Mais Elena ne pensait pas à aller bien. Elle pensait à la justice. Alors que Sophia la serrait dans ses bras, le regard d'Elena se posa sur la fenêtre et elle retint son souffle. De l'autre côté de la rue, près de la boîte aux lettres, se tenait Madame Keane, 62 ans, leur voisine âgée. Madame Keane fixait la maison d'Elena avec une expression inquiète et confuse, serrant dans sa main ce qui semblait être un petit carnet. Lorsqu'elle remarqua le regard d'Elena, elle hésita, puis leva lentement la main dans un petit signe de la main. Elle avait vu quelque chose d'important. Et demain, Elena allait découvrir exactement ce que c'était. Le lendemain matin, Elena entrerait dans ce cabinet d'avocats, non pas en tant que victime, mais en tant que femme armée de preuves, de ressources et d'un plan auquel Mark Hamilton ne s'attendait pas. Elena Pierce poussa les portes vitrées du cabinet Hang & Associates. À 9 heures pile, son nouveau-né solidement attaché dans un porte-bébé contre sa poitrine. Elle portait des vêtements propres. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Et malgré la fatigue qui assombrissait son regard, elle marchait d'un pas décidé. Elle n'avait plus l'air brisé. Elle semblait prête. La réceptionniste la dirigea vers une grande salle de conférence où 3 personnes l'attendaient. Daniel Hang, 45 ans, l'avocate spécialisée dans les successions, se leva lorsqu'elle entra. Costume gris, regard bienveillant derrière des lunettes à monture métallique, il avait l'allure de quelqu'un qui avait passé des décennies à protéger l'héritage des gens. À côté de lui était assise Miriam Cole, 38 ans, aux traits fins, au regard intelligent et à l'air d'une confiance absolue. Elle portait un tailleur noir sur mesure et tenait un porte-documents en cuir. Sa réputation en droit de la famille était redoutable. Elle ne se contentait pas de gagner des procès. Elle démantelait les conjoints violents. La 3e personne surprit Elena. Victor Greer, 52 ans, se tenait près de la fenêtre, grand, calme, avec le calme observateur de quelqu'un qui a été formé à l'enquête. Ancien détective de police, il était désormais détective privé. « Mademoiselle Pierce, dit Daniel chaleureusement, asseyez-vous, je vous en prie. Voici Miriam Cole et voici Victor Greer. » Elena s'assit prudemment sur la chaise, ajustant son bébé endormi. Myriam prit la parole en premier, d'une voix douce mais directe. « Elena, j'ai examiné les informations initiales fournies par Daniel. Ce que votre mari a fait n'est pas seulement moralement répréhensible, c'est également passible de poursuites judiciaires. Nous sommes en présence d'abus financiers, de transferts frauduleux de biens matrimoniaux et potentiellement même d'accusations criminelles. » Elena acquiesça, la mâchoire serrée. « Dites-moi ce que nous devons faire. » Victor s'avança. « Votre père m'a engagé il y a 3 ans, non pas pour vous espionner, mais pour être disponible si vous aviez besoin d'aide. Quand il est tombé malade, il m'a demandé de garder un œil discret sur vous, au cas où. » Elena écarquilla les yeux. « Vous nous surveillez ?» De loin, votre père s'inquiétait pour Mark depuis le début. Il n'a jamais dit pourquoi, juste que quelque chose clochait. Victor ouvrit un épais dossier et en étala le contenu sur la table de conférence. « Lorsque Daniel m'a informé de votre situation il y a 2 jours, j'ai accéléré mon enquête. Les preuves. Tout d'abord, des photos de surveillance montrant Mark entrant et sortant d'un immeuble du centre-ville. L'horodatage indiquait des nuitées remontant à 4 mois. Ensuite, des documents financiers obtenus par Victor par des voies légales montrant que Mark avait ouvert de nouveaux comptes et transféré de l'argent de manière systématique au cours des 8 dernières semaines. Enfin, des captures d'écran de SMS échangées entre Mark et Laia Carter, obtenues à partir de la sauvegarde cloud de Laia après que Victor l'ait identifié. Les messages étaient accablants. « Une fois que le bébé sera né, j'aurai terminé.
Elle sera trop bouleversée pour se battre. J'ai transféré 60 000 dollars supplémentaires aujourd'hui. Elle ne s'en est pas aperçue. Après l'accouchement, je bloquerai tout. Donne-moi 2 semaines, puis nous partirons. Quatrièmement, des photos de Mark et Laia dans une agence immobilière une semaine avant qu'Elena n'accouche, signant des documents pour une propriété à Miami. Cinquièmement, des relevés bancaires montrant que Mark avait siphonné de l'argent de leur compte par petites sommes pendant 6 mois avant d'effectuer les gros virements. Chaque élément de preuve était un nouveau coup de poignard dans le cœur d'Elena, mais aussi une nouvelle arme dans son arsenal. Myriam observait attentivement le visage d'Elena. « Ça va ?» La voix d'Elena était calme. Continuez. Le plus accablant. Victor fit glisser un document imprimé contenant l'historique des appels téléphoniques de Mark pendant le travail d'Elena. Il a passé 7 appels à Laia Carter pendant que vous étiez en plein travail. Le plus long a duré 14 minutes. Il coordonnait les derniers virements pendant que vous donniez naissance à son enfant. La pièce devint silencieuse. Elena baissa les yeux vers sa fille endormie, puis les releva vers l'épreuve. Quoi d'autre? Daniel sortit un autre document. Ce matin, j'ai déposé une requête pour geler tous les comptes au nom de Mark en attendant l'enquête. Le juge l'a accepté sur la base des preuves de transfert frauduleux d'actifs. C'est déjà fait. Elena écarquilla les yeux. À 8 heures ce matin, Myriam l'a confirmé. Il ne peut accéder à aucun compte. Il ne peut plus rien transférer. Il ne peut pas retirer d'argent. Tout est bloqué, a ajouté Victor. J'ai également contacté votre voisine, Madame Keane. Elle a accepté de fournir une déclaration de témoin. Elle a documenté les dates et les heures du comportement suspect de Mark, notamment le fait de l'avoir vu à plusieurs reprises avec une autre femme. Elena a pris une inspiration tremblante. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Myriam s'est penchée en avant. Nous allons demander le divorce pour abandon financier et fraude. Parallèlement, nous allons porter plainte pour vol de biens matrimoniaux et nous veillerons à ce que chaque centime qu'il a volé lui soit restitué avec des pénalités, a ajouté Daniel. La fiducie que votre père vous a laissée est entièrement protégée. Mark ne peut pas y toucher, ni la réclamer dans le cadre de la procédure de divorce. Elle vous appartient entièrement. Elena a fermé les yeux un instant pour se ressaisir. Lorsqu'elle les a rouverts, sa voix était glaciale. « Faites-le, déposez tous les documents. » Alors que Myriam commençait à organiser les documents juridiques, le téléphone de Victor vibra. Il y jeta un coup d'œil puis leva brusquement les yeux. Mark vient d'essayer de retirer de l'argent à un distributeur automatique. Tout le monde se tourna vers lui. La transaction a été refusée. Et selon les protocoles de sécurité de la banque, l'expression de Victor était sombre. Il est désormais bloqué dans le vestibule du distributeur automatique de l'immeuble. La sécurité de la banque a été prévenue. Myriam sourit froidement. Ça commence. Elena fixait les preuves étalées sur la table. Des preuves de trahison, mais aussi des preuves de l'amour de son père, qui avait traversé la mort pour la sauver. « Bien », murmura-t-elle. Dans quelques heures, Mark découvrirait que la vie qu'il avait volée ne lui appartenait pas, et que la femme qu'il avait tenté de détruire était devenue l'architecte de sa chute. Le même après-midi, Mark Hamilton se tenait dans le hall en marbre de la First National Bank, son téléphone collé à l'oreille, haussant le ton à chaque mot. « Comment ça? Mes comptes sont gelés. Je suis le titulaire principal du compte. » Le représentant de la banque à l'autre bout du fil restait professionnellement calme. « Monsieur, il y a une décision de justice. Tous les comptes à votre nom ont été signalés dans le cadre d'une enquête pour fraude. » Fraude? C'est insensé. C'est ma femme qui a fait ça, n'est-ce pas? Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle n'y a plus accès. Monsieur, je ne peux pas discuter des détails au téléphone. Vous devrez vous rendre à l'agence et parler à notre service d'enquête sur les fraudes. Je suis à l'agence, cria Mark, attirant les regards des autres clients. Alors, rendez-vous au 3e étage, quelqu'un vous recevra. La ligne fut coupée. Les mains de Mark tremblaient de rage lorsqu'il rangea son téléphone dans sa poche et se précipita vers les ascenseurs. Richard Hale, 50 ans, le directeur de la banque, était assis derrière son bureau en train d'examiner des documents lorsque Mark fut escorté par la sécurité. L'expression de Richard était professionnellement neutre, mais son regard était froid. « Monsieur Hamilton, veuillez vous asseoir. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux savoir pourquoi je ne peux pas accéder à mon propre argent. » Richard lui fit signe de s'asseoir avec plus de fermeté. « Asseyez-vous. » Quelque chose dans son ton incita Mark à obéir.
Richard fit glisser un document sur le bureau. Il s'agit d'une ordonnance du tribunal émise ce matin à 8 heures. Elle autorise le gel immédiat de tous les comptes à votre nom, dans l'attente d'une enquête sur le transfert frauduleux de biens matrimoniaux. Le visage de Mark devint livide. C'est Helena qui a fait ça. Madame Hamilton a déposé une plainte avec des preuves à l'appui. Le juge a examiné les preuves et a accordé le gel. Quelle preuve? Elle n'a rien. Richard ouvrit un dossier et commença à lire à haute voix. Transfert non autorisé de 148 $ et 700 $ d'un compte conjugal commun vers un tiers. Transfert non autorisé de 62 000 $ d'un compte conjugal commun vers le même tiers. Suppression de l'accès de l'épouse au compte sans son consentement pendant une période de vulnérabilité. Preuve d'une planification financière systématique visant à frauder l'épouse de ses biens matrimoniaux. Chaque mot frappait comme un coup physique. Vous avez restructuré les comptes spécifiquement pour supprimer l'accès de votre femme. Richard continua froidement. Puis vous les avez vidés pendant qu'elle était à l'hôpital pour accoucher. Ce n'est pas un litige financier, monsieur Hamilton. C'est du vol. Mark ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Richard continua. Le service de conformité de la banque a également été assigné à comparaître. Nous avons remis tous les enregistrements de vos transactions de l'année écoulée. De plus, il fit glisser un autre document vers lui. Une action civile a été intentée contre vous pour la restitution de tous vos biens et le paiement de dommages-intérêts. C'est impossible, murmura Mark. Elle n'a rien, pas d'argent, pas d'avocat, aucun moyen de... L'interrompit Richard. Madame Hamilton a engagé Myriam Cole du cabinet Coe & Partners, l'une des meilleures avocates en droit de la famille et de l'État. Ses honoraires s'élèvent généralement à 50 000 $. Il marqua une pause significative. Votre femme semble avoir trouvé des fonds quelque part. L'esprit de Mark s'emballa. Comment? Où a-t-elle trouvé l'argent pour payer un avocat comme celui-là? Vous avez terminé ici, monsieur Hamilton, dit Richard en se levant. La sécurité va vous raccompagner. Mark se leva machinalement, les jambes flageolantes. Alors que les agents de sécurité le guidaient vers l'ascenseur, son téléphone vibra. Un SMS de Laïa. Qu'est-ce qui se passe, bordel? J'ai essayé d'utiliser la carte que tu m'as donnée et elle a été refusée. Toutes ont été refusées. Tu as dit que cet argent était à toi. Puis un autre. L'agent immobilier a appelé pour dire que le chèque de caution pour l'appartement à Miami avait été refusé. Ils annulent le contrat. Qu'est-ce que tu as fait? Puis un autre. Tu vas me répondre ou quoi? Tu m'as menti surtout? Les mains de Mark tremblaient tandis que l'ascenseur descendait. Tout s'écroulait. Il était tellement sûr qu'Helena serait trop faible, trop dépassée, trop dépendante pour se défendre. Il s'était trompé de manière catastrophique. Mark était assis en face de Laïa Carter à une table dans un coin, essayant de sauver la situation. « C'est juste temporaire », insistait-il d'une voix basse et pressante. « Ma femme essaie de causer des problèmes, mais je vais régler ça. » Laïa avait les bras croisés, l'air sceptique. « Temporaire, Mark, tout est gelé. Tu m'as dit qu'elle était sans défense. Tu m'as dit qu'elle n'avait rien. C'est vrai. Je ne sais pas comment elle a pu se payer un avocat, mais elle n'est peut-être pas aussi stupide que tu le pensais, » rétorqua Laïa. Le serveur s'approcha. « Quand vous serez prêt pour l'addition, monsieur ?» Mark acquiesça, distrait, et tendit sa carte de crédit sans réfléchir, l'une des nouvelles cartes qu'il avait ouvertes spécialement pour lui et Laïa. Il revint 2 minutes plus tard, l'air désolé. « Je suis désolé, monsieur, mais cette carte a été refusée. » Et Mark eut un pincement au cœur. « C'est impossible. Réessayez. » Le serveur réessaya. Refusé. Mark sortit une deuxième carte. Même résultat, puis une troisième carte. Refusé. Laïa écarquilla les yeux. « Vous êtes sérieux ?» L'humiliation brûlait le visage de Mark alors que les autres clients commençaient à remarquer l'agitation. Il attrapa son téléphone et vérifia frénétiquement ses comptes. Tous affichaient le même message. Compte gelé. Ordonnance du tribunal. Léla se leva brusquement. « Je ne m'occupe pas de ça, Léla. »« Attends. Non, tu m'as menti. Tu as dit qu'elle n'était rien. Tu as dit que c'était facile. » Elle attrapa son sac à main. « Débrouille-toi avec ton gâchis. J'en ai fini. » Elle sortit. Mark resta seul à table, entouré des décombres de son propre désastre. Le serveur s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Monsieur, pour l'addition, donnez-moi juste une seconde. » Le téléphone de Mark vibra, signalant une nouvelle notification. « Assignation au tribunal. Vous êtes tenu de comparaître pour une procédure de divorce. Si vous ne vous présentez pas, un jugement par défaut sera rendu. » Ses mains s'engourdirent. Ce n'était pas possible.
Cela ne pouvait pas arriver. Marc se leva enfin pour partir après que Sophia eut dû venir payer l'addition. À la suite d'un appel humiliant, 2 policiers entrèrent dans le restaurant. Ils s'approchèrent directement de sa table. Mark Hamilton. Son sang se glaça. « Oui. Nous avons besoin que vous nous accompagniez pour un interrogatoire concernant des allégations de fraude financière et de vol de biens matrimoniaux. » Tout le restaurant se tut. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le visage de Marc perdit toute couleur. « Vous n'êtes pas sérieux. » L'expression du policier était impassible. « Nous sommes très sérieux, monsieur. Vous pouvez venir volontairement ou nous pouvons procéder autrement. » Le monde de Marc s'écroula autour de lui. Et la prochaine fois que Marc reverrait Elena, ce ne serait pas chez eux ou à la banque. Ce serait dans une salle d'audience remplie de témoins, de preuves et d'un juge qui n'avait aucune tolérance pour les hommes qui abandonnaient leur femme au moment où elle était le plus vulnérable. Une semaine plus tard, le tribunal était bondé. Salle d'audience 7, division du droit de la famille. Mark Hamilton était assis à la table des accusés, menotté, flanqué d'un avocat commis d'office qui lui avait été assigné après le gel de ses avoirs. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux ébouriffés, ses yeux injectés de sang. L'homme qui respirait autrefois la confiance semblait désormais vidé de toute substance. La tribune était pleine. Madame Keane, 62 ans, était assise au premier rang, son petit carnet serré dans ses mains, le même carnet dans lequel elle avait noté tout ce qui lui avait semblé suspect au cours des derniers mois. Sophia Bennett, 30 ans, était assise à côté d'elle, les bras croisés, la mâchoire serrée, rayonnant d'une fureur protectrice. Même Laia Carter, 29 ans, était là, citée à comparaître comme témoin. Elle était assise au fond, les bras croisés, le visage empreint d'un mélange de colère et d'humiliation. Elle avait déjà été interrogée par les enquêteurs et avait réalisé trop tard que Marc l'avait utilisée autant qu'il avait utilisé Elena. À l'avant se tenait le juge Rafael Ramirez, 58 ans, connu pour son approche pragmatique des affaires d'abus financiers. Il avait vu trop de conjoints vulnérables détruits par une cruauté calculée. Elena Pierce entra en dernier. Elle marcha calmement, sa fille de 3 semaines dormant paisiblement contre sa poitrine dans un porte-bébé. Elle portait des vêtements simples mais professionnels. Son visage était serein, ses épaules droites. Elle s'assit à côté de ses avocats, Daniel Hang et Myriam Cole, et pour la première fois depuis que Marc l'avait vue à l'hôpital, leurs regards se croisèrent. Le sien était suppliant, désespéré. Le sien était glacial. Le juge Ramirez ouvrit la séance. « Nous sommes ici pour prononcer la dissolution du mariage entre Elena Pierce et Mark Hamilton, avec des plaintes civiles et pénales concomitantes pour fraude financière et vol de biens matrimoniaux. » Il regarda Mark droit dans les yeux. « Monsieur Hamilton, vous êtes accusé d'avoir systématiquement escroqué votre femme de plus de 200 000 $ de biens matrimoniaux alors qu'elle était enceinte et immédiatement après l'accouchement. Comment plaidez-vous » L'avocat commis d'office de Marc se leva. « Votre honneur, mon client plaide non coupable. Il maintient cette position. Épargnez-nous cela. » Le juge Ramirez l'interrompit. « J'ai examiné les preuves présentées. Passons à la phase de présentation des preuves. » Myriam Cole se leva, imposant le silence dans la salle. « Votre honneur, nous démontrerons que les actions de M. Hamilton n'étaient pas impulsives, mais qu'il s'agissait d'un plan calculé depuis des mois pour voler systématiquement les biens matrimoniaux et abandonner sa femme et son nouveau-né. » Elle s'approcha de la table d'épreuve où tout était présenté sur des panneaux d'affichage à la vue de la cour. Tout d'abord, des relevés bancaires projetés sur des écrans montraient les virements non autorisés. 148 700 $ transférés à Laia Carter le 3 mai, 4 jours avant que Madame Hamilton n'accouche. 62 000 $ transférés à Laia Carter le 6 mai, la veille de l'accouchement de Madame Hamilton. Suppression complète de l'accès au compte de Madame Hamilton le 7 mai, alors qu'elle était à l'hôpital pour se remettre de son accouchement. Des murmures parcoururent la salle d'audience. Des captures d'écran de 2 SMS échangés entre Marc et Laia ont été affichées à la vue de tous. « Une fois que le bébé sera né, j'aurai terminé. Elle sera trop bouleversée pour se battre. Elle ne vérifie même plus ses comptes. C'est facile. Après l'accouchement, je bloquerai tout. 2 semaines plus tard, nous partirons. » Quelqu'un dans la salle a murmuré « Oh mon Dieu !»
Troisièmement, les photos de surveillance de Victor Greer montrant Mark à l'immeuble, au restaurant avec Laia, à l'agence immobilière en train de signer des papiers pour un appartement à Miami. Quatrièmement, les relevés téléphoniques de l'hôpital montrant que Mark a passé 7 appels à Laia pendant le travail d'Elena, dont un appel de 14 minutes pendant que Elena était en plein travail. La salle d'audience était plongée dans un silence de mort. L'expression du juge Ramirez s'est assombrie. Cinquièmement, Madame Keane a été appelée à la barre. Elle témoigna d'une voix claire et posée. « J'ai vu M. Hamilton avec une autre femme à plusieurs reprises. J'ai noté les dates et les heures. Je l'ai vu charger des cartons dans sa voiture. Je l'ai vu partir à des heures inhabituelles. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai réalisé à quel point la situation était grave que lorsque Elena est rentrée de l'hôpital et que j'ai vu à quel point elle était bouleversée. Enfin, les dossiers de l'hôpital furent présentés, y compris les notes de l'infirmière Karen. Père absent pendant le travail actif, a quitté la chambre pendant les contractions les plus fortes. Interaction minimale avec le nourrisson après la naissance. Émotion neutre, indifférent. Le poids d'épreuve était écrasant, indéniable, irréfutable. Mark s'est soudainement levé, renversant sa chaise. « C'est fou », a-t-il crié. « Oui, j'ai transféré de l'argent. Oui, je voyais quelqu'un d'autre. Mais Elena, elle me fait passer pour une sorte de monstre. Nous étions malheureux. J'allais partir de toute façon. Je voulais juste... » Il s'est arrêté, réalisant ce qu'il venait d'admettre. Son avocat commis d'office lui a saisi le bras, essayant de le faire s'asseoir et de le faire taire. Mais Mark s'est dégagé brusquement. « Elle déforme tout », a-t-il crié en montrant Elena du doigt. Elle avait accès au compte, elle aurait pu vérifier. Elle aurait pu. « Monsieur Hamilton », la voix du juge Ramirez a retenti comme un coup de massue. « Vous lui avez retiré son accès alors qu'elle était alitée à l'hôpital. Vous avez transféré les biens matrimoniaux à votre maîtresse. Vous avez bloqué les cartes de crédit de votre femme alors qu'elle se remettait d'un accouchement. Vous avez planifié cela pendant des mois. » Le visage de Mark s'est effondré. « Elena, s'il te plaît, dis-leur que ce n'est pas vrai. Asseyez-vous. » La voix du juge était catégorique. Les agents de sécurité se sont approchés. Mark s'est effondré sur sa chaise, la tête entre les mains. Le juge Ramirez a examiné les documents une dernière fois, puis a levé les yeux. « Je préside le tribunal des affaires familiales depuis 23 ans. C'est l'un des cas les plus flagrants d'abus financiers et de cruauté calculée que j'ai rencontrés. » Il a tamponné le premier document. Le divorce est prononcé avec effet immédiat. La garde exclusive de l'enfant mineur est accordée à Elena Pierce. Il a tamponné le deuxième document. Tous les biens matrimoniaux doivent être restitués à Madame Pierce, ainsi que des dommages-intérêts légaux pour fraude d'un montant de 100 000 $. Il tamponna le troisième document. De plus, je recommande des poursuites pénales pour vol et exploitation financière d'une personne vulnérable. Monsieur Hamilton, vous êtes placé en détention provisoire dans l'attente d'une nouvelle procédure. Le marteau tomba avec autorité. Mark hurla tandis que les agents de sécurité s'avançaient vers lui. « Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Elena, Elena, dis-leur que j'ai fait une erreur, s'il te plaît. Je t'en prie. » Elena ne bougea pas, ne dit rien, ne le regarda même pas. Son silence était plus dévastateur que n'importe quel mot. Alors que les agents menottaient Mark, Yaya Carter se leva du dernier rang et sortit sans se retourner. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec ce désastre. Mark fut conduit vers la salle d'attente, continuant à crier le nom d'Elena. Le juge Ramirez fit signe à Elena de s'approcher du banc. « Madame Pierce, il reste une dernière question à régler. Votre avocat m'a informé que vous aviez récemment hérité d'une somme importante provenant de la succession de votre défunt père. » Elena acquiesça, le cœur battant. « Compte tenu des circonstances et du fait que M. Hamilton a tenté de vous laisser sans ressources, je vous accorde la possession exclusive du domicile conjugal et de tout son contenu. Il dispose de 48 heures pour récupérer ses effets personnels sous escorte policière. Passé ce délai, il ne devra plus s'approcher à moins de 150 mètres de vous ou de votre fille. Merci, votre honneur. » Alors qu'Elena se retournait pour quitter la salle d'audience, elle aperçut Mark qui était emmené, brisé et hurlant. Elle ne ressentit ni joie ni satisfaction, juste un sentiment de justice calme et puissant. Mais à l'extérieur de la salle d'audience, une dernière confrontation l'attendait,
une confrontation qui allait tester si la force d'Elena venait de la vengeance ou de quelque chose de plus profond. Elena poussa les portes du palais de justice et sortit dans la lumière éclatante de l'après-midi, son bébé bien serré contre sa poitrine. Elle s'attendait à ressentir du soulagement, peut-être même du triomphe. Au lieu de cela, elle se sentait épuisée, vide, prête à enfin aller de l'avant. Derrière elle, elle entendit des pas rapides. « Elena, Elena !» Elle se retourna et vit Marc s'échapper de son escorte policière dans le couloir, le désespoir se lisant sur son visage. Les gardes l'attrapèrent immédiatement, mais il se débattit juste assez longtemps pour crier « S'il vous plaît, je suis désolé. J'ai commis une terrible erreur. Ne les laissez pas m'éloigner de ma fille. S'il vous plaît. » L'entrée du tribunal devint silencieuse, les gens s'arrêtant pour regarder. Elena resta parfaitement immobile, sa main instinctivement protectrice sur la tête de son bébé. La voix de Marc était rauque et paniquée. « Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai tout fait de travers. Mais s'il te plaît, Elena, je t'en supplie, ne détruis pas toute ma vie. Donne-moi une autre chance. » Les gardes le tenaient fermement, attendant de voir si Elena allait répondre. Sofia apparut à côté d'Elena, la voix basse et pressante. « Tu ne lui dois rien, pas même une réponse. » Mais Elena prit une lente inspiration et s'approcha. Assez près pour que Marc puisse l'entendre clairement, mais pas assez pour qu'il puisse l'atteindre. Elena regarda l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Elle regarda vraiment le désespoir dans ses yeux, les larmes sur son visage, la façon dont il implorait la pitié qu'il ne lui avait jamais accordée. Elle repensa à la pharmacie où elle avait été humiliée en essayant d'acheter des médicaments après avoir donné naissance à son enfant. Elle repensa à la salle d'accouchement où elle était allongée en pleurant pour lui tandis qu'il se tenait dans le couloir, planifiant leur ruine financière. Elle repensa au moment où elle avait ouvert son téléphone pour voir $0 alors qu'il buvait du champagne avec une autre femme. Elle repensa aux mois qu'il avait passé à se préparer méthodiquement à l'abandonner, à signer des papiers, à transférer de l'argent, à lui mentir chaque jour en face. Et puis, elle repensa à son père, Jonathan Pierce, une semaine avant sa mort, sa main faible mais ferme sur la sienne. « Elena, si quelqu'un te trahit vraiment. Ne gaspille pas ton énergie à te venger. Ne laisse pas l'amertume empoisonner ton cœur. Tu ne te bats pas contre eux pour les détruire. Tu te bats contre eux pour te libérer. » À l'époque, elle n'avait pas compris. Maintenant, debout devant Marc, elle comprenait. Elena prit la parole, d'une voix calme et claire. Marc la regarda avec un espoir désespéré. « Tu n'as pas commis d'erreur, dit-elle doucement. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est dire quelque chose d'irréfléchi. Ce que tu as fait, c'est faire des choix délibérés, calculés, planifiés. Elena, je peux changer. Tu as choisi de restructurer nos comptes pendant que j'étais malade et vulnérable. » Elle continua, sans élever la voix, mais avec plus de force que n'importe quel cri. « Tu as choisi de me voler pendant que j'étais en travail. Tu as choisi de me priver de l'accès à notre argent pendant que je me remettais de la naissance de ta fille. » Le visage de Marc s'est décomposé, mais elle n'a pas arrêté. « Tu as choisi de faire la fête avec une autre femme pendant que je pleurais seule avec un nouveau-né, me demandant comment j'allais acheter des médicaments. »« Je suis désolée. Tu n'es pas désolée de l'avoir fait, dit Elena doucement. Tu es désolée d'avoir été pris. Il y a une différence. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, absolus et définitifs. Les genoux de Marc faillirent se dérober sous lui. « Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je n'ai plus rien. » Les mots suivants d'Elena furent les plus froids qu'elle ait jamais prononcés. « Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti. » Elle se détourna. « Elena, attends. Et notre fille, je ne mérite pas de faire partie de sa vie ?» Elena s'arrêta et se retourna une dernière fois. « Ce n'est pas à moi de décider. C'est au juge de décider en fonction de tes choix. Si tu veux faire partie de sa vie, prouve d'abord que tu es capable d'être un être humain décent. Prouve que tu comprends ce que signifie réellement être parent. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Mais pour l'instant, la seule chose que tu mérites, c'est exactement ce que tu obtiens, les conséquences de tes actes. » Les gardes commencèrent à emmener Marc, tandis qu'il criait son nom à plusieurs reprises, le son résonnant sur les murs du palais de justice. Elena descendit les marches sans se retourner.
Au bas des marches, Daniel Hang, Myriam Cole et Victor Greer attendaient. Daniel lui parla doucement. « Comment vas-tu »« Je vais bien », répondit Elena, et, étonnamment, elle le pensait vraiment. « Je vais vraiment bien », dit Myriam en lui tendant un dossier. « Tout est réglé. La maison est à toi. Les comptes ont été débloqués et te sont restitués. » Elle sortit alors un autre document. « Voici les informations d'accès au fonds fiduciaire de ton père. Le fonds d'urgence de 2 millions de dollars a été transféré sur un nouveau compte à votre nom uniquement. » Elena prit les papiers d'une main ferme. Victor ajouta « J'ai également fait installer un système de sécurité chez vous et obtenu une ordonnance de protection qui prend effet immédiatement. Il ne peut plus s'approcher de vous ni du bébé. Merci à vous tous. » La voix d'Elena était pleine de gratitude. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Votre père s'est assuré que vous n'auriez jamais à le découvrir, » dit Daniel chaleureusement. Alors qu'il se dirigeait vers le parking, Sofia passa son bras autour des épaules d'Elena. « Alors, que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Sofia. Elena baissa les yeux vers sa fille endormie, puis leva les yeux vers le ciel bleu au-dessus d'elle. « Maintenant ?» Un petit sourire sincère traversa son visage pour la première fois depuis des semaines. « Maintenant, je vais reconstruire pour elle, pour moi, pour l'avenir, que son père voulait que j'aie. » Alors qu'Elena atteignait sa voiture, son téléphone vibra une dernière fois. Une notification par email de Daniel Hang envoyée automatiquement, horodatée exactement à ce moment-là. L'objet disait « De la part de ton père, à ouvrir après ta victoire ». Les mains d'Elena tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un fichier vidéo. Elle appuya sur « Lecture ». Le visage de son père apparut à l'écran, enregistré quelque temps avant sa mort, assis dans son bureau, regardant directement la caméra. Elena, sa voix était chaleureuse, forte, pleine d'amour. « Si tu regardes cette vidéo, cela signifie que tu t'es battue. Cela signifie que tu n'as pas laissé quelqu'un te briser. Cela signifie que tu es toujours la fille forte et brillante que j'ai élevée. » Des larmes coulaient sur le visage d'Elena. « Je suis si fière de toi, ma chérie. Quoi que tu aies traversé, quelle que soit la douleur qui t'a amenée à ce moment, je veux que tu saches que tu n'as jamais été seule. J'ai été à tes côtés à chaque étape et je le serai toujours. » Il sourit, les yeux humides de larmes. « Maintenant, va construire la vie que tu mérites. Va être la mère incroyable que je sais que tu es. Va être heureuse. » La vidéo se termina. Elena resta figée, serrant son téléphone, son bébé contre son cœur, les larmes coulant librement. Sofia la serra dans ses bras par derrière, pleurant elle aussi. « Il ne t'a jamais vraiment quittée » murmura Sofia. « Non » répondit Elena, la voix brisée par l'amour, le chagrin et la gratitude. « Il ne m'a jamais quittée. » Elle leva les yeux vers le ciel une dernière fois et murmura « Merci papa, pour tout. » Puis, sa fille en sécurité dans ses bras et l'amour de son père l'entourant comme une armure, Elena Pierce prit la route vers sa nouvelle vie, une vie fondée non pas sur la vengeance, mais sur la résilience. Et c'est ainsi qu'une femme dépouillée de tout découvrit qu'elle avait plus qu'il n'en fallait, plus que de l'argent, plus que la justice, plus que la vengeance. Elle avait elle-même, elle avait sa fille, et elle avait l'amour d'un père qui avait traversé la mort elle-même pour la sauver. J'espère que cette histoire vous a touché le cœur autant que sa création m'a touché le mien. Il ne s'agit pas seulement du combat d'une femme. Il s'agit de toutes les personnes qui ont été sous-estimées, abandonnées ou trahies au moment où elles étaient le plus vulnérables. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner. Dites-moi dans les commentaires d'où vous la regardez et quelles leçons vous avez tirées du parcours d'Elena. Merci d'être là. À bientôt pour la prochaine histoire.